Ce qu'on entend par, je ne sais pas, mais je l'ai subi, la déformation professionnelle sans profession précise, un sang-froid, sans toit, mais vécu d'une façon d'autant plus forte et aiguë qu'elle devient non pas une seconde nature, dixit Aristote, mais un salut, une quasi-rédemption, l'illustre simulacre dont le moi s'abstente, une bonne foi de toute, qui nécessite même plus une foi de rien du tout, ou presque suspendu la thèse d'être sans y être, sans plus avoir l'obligation d'y retourner ou y demeurer. Mais comment diriez-vous, sans plus, une thèse soulevée, supprimée, le monde entier s'écroulerait au-dessus de ces débris, même s'il s'agissait d'un simulacre éthéraire, sans foi, sans poids. Il devrait y avoir un diamètre, un grade, des mesures de sens, une étendue, une perpétuité ou une rupture, pour bien en rendre compte de l'existence de l'instant avant et l'instant après, et une alternative facilement dévisageable par qui, quand devenu spécialiste dans les salons, dans l'entre-acte, dans l'intermittence, entre les intérims, dans les entrelacs, l'entremêlé, l'entrouvrir les yeux, voir de face, démaquiller, dévestimenter, désinvestir, désenvolture, désinfecter, désorienter, disrupte la présence continue des choses, dévolatiliser les jupes et les sous-tentes, l'amélique, l'atroce torse nu des nuptiales et matinales et nocturnales et saturnales et satisfastidieuse, selon la combien fois, dans la fréquence et la simultanéité, la proximité que la promiscuité abolie, et voilà la fin de la scène, décousue et déflétrie, délunetée, dédentée, désontologisée, désubjectivisée, désillusionnée, devenue un être stable et statique, ou comme une goutte d'eau, identique à ce qui s'étend devant et sous le lit, pour y contempler sans et avec, en lumière et en pénombre, en toucher ou en visu, en olfactif ou en auditif, longue méditation médiocre, médian et tentante et sentante, comme du bois de santal, venant avec et sans, avant la chose vue, danse. D'abord, désinvolture et légèreté, et puis après, l'odeur et la pesanteur, si dense qu'on ne pourrait même pas voir au-devant de sa propre préjudiciable, présomptueuse prépuce. Finalement, un pouls fait l'affaire tout à fait raide des choses, dénudées comme glandes vocales ou souffle coupant, les pruettes à s'exercer.
Donc pas d'histoire non plus de la déformation, qui n'est au fond que formation continue. Bildung, Bodybuildung, Lebenkörper, Freikörperkultur, Ausgestaltung. Ahname, Amen. Et puis réformare, transformare, œil pour l'œil, le don pour le don, la morsure libre d'acte, vampirisme substitut institutionnel. Le monde actuel, avec son regard si séducteur et tentant, tendant des pièges, nous interdit de choisir entre le bien et le mal, le riche et le pauvre, la santé et la maladie, la vie et la mort. De décoter des couples désertés ou démissionner, d'évider, d'avidere, un indicateur vide, et même dans ce qu'il y avait de reconnaissable ou repérable, conventionnellement ou par une causalité accoutumière, dont l'alliance entre l'acte et le résultat avait été dissolue de plus bon divorce à l'amiable. Sous-dit, sous-entendu, sous-estimé, surenchéri, tant, autrefois, un cours d'eau dont la coupure fut prévisible. La causalité, la comparaison, l'analogie ont marché pour un temps et se sont exténuées, péris en océan, non plus liquide ou aérien, mais électromagnétique, fractalement enrichi d'uranium, éclaté de son noyau identitaire, pour rester le simulacre monumental et mince de soi-même, mince différence imperceptible, cher Foucault, comme la structure de tympan de Michel Léris, de cosmogonie portable de Raymond Queneau et Derrida, Ponge, intériorisé comme dehors, dont dire et dit s'invarie selon la chanson, et plus de dire avant que se taire. Un sens voulu et exporté au tiers-monde, récalcitrant des morts squelettiques, craie, silicium, bitume, fumée, geist, momie. Une morale de légale fiction. Le marchand de Venise vivait en Aristote. Vivait en aristotélicien, ayant comme supplément d'âme une âme juive dont l'amplitude se résume non assez bien seule, mais assez bien plus sa fille, qu'il lui avait fallu réserver un bon sang pur d'or juif, mais hélas qu'il fût resté romain, ayant des contrats, des clients de bonne foi musulmans l'avaient enrichi plus que les libres souches vénitiens, lui sans attache que la loi, et un peu d'italien, d'élégante manière, mais robuste. Sa fille rapidement a eu sa renommée. Quand le vieux et riche musulman mourut, il a eu ses fils et ses gendres, plus fructueuses devenues ses affaires que l'égale fiction de la cité
concurrente. Mais il a eu cette faiblesse d'assurance mince de la loi, rien que mosaïque, illusion. Il a encaissé ce jour-là une bonne promesse à des déboires, mais de bon sang. Il a pris à la lettre sérieuse, pauvre oriental mental, insensé, gourde, contre-démoniaque, cri de hymen, fille désertée, l'ordre archi-rétréci, pauvreté légale, fiction, oh là, hélas, réduction ad absurdum, personari, par l'honneur des seigneurs, de l'égalité et sanguin, se sont combattus. Une morale à deux régimes légaux de phrasés dont la différence irréductible et en état de naissance échappe totalement à ce pauvre père diasporadique. Du reste, plus légal que la loi et plus atrocement ridicule que sa jeune fille ou n'importe quelle bonhomie sociétale de l'époque. Une vision techniciste de la lettre de la loi ne nie sous la justice qui donnerait lieu comme simulacre. Seul dents et œil auront été momnifiés, sauf le cœur incompris d'une insolence jeune, contre une aigritude de vieillot malentendant et aveugle. Bon, tout d'abord, il faut dire qu'en fait, la plupart du temps, au lieu de résoudre les problèmes de la philosophie, eh bien, je commence à devenir un problème pour la philosophie, futur ou présent. Ce que je voulais dire, en fait, c'est les problèmes qu'on a résolus jusqu'à maintenant de la philosophie. Ce sont des problèmes qui étaient déjà résolus, non pas spécialement par les philosophes, mais dès qu'ils ont posé comme solution, eh bien, ils se déconstruisaient pour réserver une place à part à la philosophie, c'est-à-dire isolation ou hauteur ou profondeur ou horizon lointain, etc. Donc, ce qui touche vraiment à la vie, à la thèse d'être dans une mode tel ou tel, là effectivement philosophie finalement n'a pas le droit de parler, ce sont des ontologies régionales qui parlent. Donc philosophie, ça devrait être autre chose, ça devrait se poser comme problème aussi. Et finalement la littérature, disons que la littérature fiction poserait des problèmes de la signification et déstabiliserait les théories philosophiques. C'est bien connu la chose, mais la philosophie elle-même qui déstabiliserait la logique formelle et même dialectique, effectivement ça devrait être quelque chose encore plus difficile à résoudre. En plus, ce sera fait sans emballement, c'est-à-dire en pleine lumière, des prédicaments, propositions, arguments, des phrases écrites noir sur blanc. Voilà, comme la littérature d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Alors, ce qu'on thématise ici, disons que des formations professionnelles. On dit que des formations professionnelles n'existent pas, il s'agit d'une formation, ou bien réformation, ou bien transformation. Très bien. Une thèse philosophique qui touche au problème de corruption, génération, le propre ou impropre. Donc il y aura un devenir. Alors comment on va rendre compte de ce devenir dont le titre nous dit que indiscernable. Devenir indiscernable, imperceptible,
Voilà. Même si on enlève la thèse du monde, comment ça se fait? Alors, surdétermination comme déformation dite professionnelle et surdétermination peut même supprimer la thèse d'être. Mais détermination elle-même, c'est une thèse d'étant en tant qu'être ou bien une thèse d'être en tant qu'étant, pour parler heideggérien. Donc c'est très compliqué soulever. Qu'est-ce qu'on soulève exactement? Qu'est-ce qu'on suspend comme thèse? Et qu'est-ce qu'on devient avec la déformation dite professionnelle, mais qui s'étend effectivement à toute cité, à toute épocalité, à la mondanité, à la temporalité, à la spatialisation, à la technicisation, à des manières rhétoriques exprimables, discernables, ce qui ne s'entremêle pas, etc. Donc, espacement et temporalisation, c'est partout qu'il y a l'expression. Voilà. Mais ici, effectivement, comme le thème n'est pas traité d'une manière linéaire comme dans une traité philosophique, et c'est ça qui devient le problème bourgeon, des problèmes, des bifurcations innombrables et qui sautent aux yeux ou bien deviennent elles-mêmes indiscernables, mais ils sont là. Donc ils sont là pour qu'on y revienne. Si on peut y retourner, revenir et y partir. C'est ça le problème du sol, d'immanence ou transcendance. Effectivement, eux aussi, ils deviennent indiscernables. Et bien, formation nommée comme Bildung, et on a passé à des autres valeurs comme bien, mal, indiscernable, et le toucher du fond, c'est la causalité. C'est accoutumé, nous sommes accoutumés, nous avons l'habitude de causalité. Alors, si cause et effet divorcé à l'amiable, qu'est-ce que ça veut dire? Sans conflit, une divorce. C'est vraiment notre époque qui parle. Une divorce de causalité qui vit ensemble mais divorcée, sans contrat. c'est possible. Tous les concubinages est possible entre cause et effet aujourd'hui. Alors, mais la technique ne s'amuse pas. Mais croyons-nous que la technique, l'industrie, le commerce, le politique ne fait pas de jeu encore plus cosmologique, cosmogonique, encore plus à faire dormir au debout. Eh bien, on vient ici à faire dormir imaginatif à l'égal fiction. Tout est légal, toute détermination, profession, dans un endroit où il y a intersubjectivité par rapport au monde suspendu, refoulé, et moi, le soi profond, on n'en parle même pas. Mais on parle quand même de cette distinction lévinassienne entre dire et dit. Dire et dit s'invarie selon la chanson, très bien. C'est-à-dire, on n'abolit pas complètement dire. Le rapport s'invarie selon la chanson. Et plus le dire vaut que se taire. Et parler, ça vaut que se taire. Donc dire, c'est discréditer. Le dit qui est crédité, en sens voulu et exporté au tiers-monde récalcitrant. Très bien. Le problème de se taire et rester dans les profondeurs de dire ou d'ambivalence univocité, c'est la chose de tiers-monde récalcitrante. Et qu'est-ce qu'il nous donne, tiers-monde récalcitrant? Des morts, c'est-à-dire il nous donne des morts, des cadavres, c'est-à-dire des victimes des guerres. Qu'est-ce qu'ils font, ces victimes des guerres au monde? Eh bien, ils deviennent des squelettes.
kali, silicium, bitume, fumée, geist, momie. Tout ce qu'on a besoin pour faire des strates géologiques et des cultures dépassées. On vient à ce mi-temps entre des cultures juives et aristotéliciennes, Marchand de Venise, de Shakespeare. C'est bien clair là, il faut développer, mais déjà assez clair. Il y a une fiction légale dans laquelle on tombe dans un piège. Mais ce n'est pas juif qui a tendu le piège, c'était une présomption de la cité légale, des souverains légaux, qui se veut légal et non pas sanguin seulement, et donc qui veut se cosmopolitiser, mondialiser, universaliser, ce souverain se mis en défi. Quand en face à cette fiction légale, donc à partir de plainte du juif contre un romain gaillard, de bon sang, mais enfantin finalement, parce qu'il parle pour rien dire, il parle avec les métaphores, donc il paye avec sa chair coupée. C'est très clair l'histoire pour moi. Donc, dans ce sens-là, soit l'indiscernable, ce qui apparaît comme indiscernable, est en vérité, c'est-à-dire dans la réalité, ils sont devenus indiscernables avant une expérience phénoménologique plus étendue, un véritable événement ou Farouk, qui bien sûr s'approcherait de Gueffard, du péril de l'expérience, etc. Et les choses vont rester virtuelles, non pas potentielles virtuelles, ou bien indiscernables, non pas en acte. Quand ils sont en acte, effectivement, ils deviennent surdéterminantes. Là, effectivement, ça aussi, ça aveugle, ça rend plus indiscernable. Ou bien, ce qui est refoulé comme indiscernable, les incompossibilités, soi-disant, qui ne sont pas compatibles avec ce qui s'étend comme possibilité, comme une série virtuelle ou bien programmatique. Eh bien, les incompossibilités ne sont pas peut-être, enfin actuellement ils peuvent être incompossibles, mais ils ne sont pas d'autant plus non vrais, ou bien c'est pas sûr qu'ils ne deviendraient pas des phénomènes agissants, etc. Donc ce qui met, ce qui enlève avec la thèse du monde, il faut le faire de telle sorte que toutes les indiscernables et incompossibilités soient réveillées comme dans une scène d'apocalypse, c'est-à-dire une petite crise, comme un procès dans le Marchand de Venise ou chez Kafka, justement dans le procès. Il faut un procès, comme disait Bertolt Brecht, pour que la société se mette en scène d'une manière sociologique, c'est-à-dire à peu près apporter au logos et qui se voit ses contradictions et ses présupposés. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que les solutions exigées de toutes parts par les indiscernables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une seule solution, parce qu'ils ont des séries continuelles, malgré leur discontinuité, qui fait leur sens, signification, parole, prédicament, proposition, idéologie, système de justice, le droit, tel qu'il est écrit, formulé, etc. Voilà, l'un des indiscernables devient effectivement justice et l'injustice. Ça peut même
renversé, comme la plupart du temps, c'est le cas. Alors, pour l'une des conséquences, il faut le dire, alors, c'est ce bonhomme que je thématise dans ma fiction, effectivement, soi-disant, ce juif qui sera à la fois, qu'il aura une vie aristotélicienne à Venise, en tant que commerçant légal, et à la fois, comme supplément d'âme, une âme juive. Très bien, comment ça réconcilie? Apparemment, pas de beaucoup de problèmes, pas de conflits, mais une sorte de bizarrerie. Il faut trouver un nom, et ne pas dire simplement bizarrerie, parce qu'en turc, il y a un mot en ottoman qui s'appelle, voilà, qu'on dit abès. Abès. C'est une incongruence complètement cohérente, mais c'est incongru. C'est plausible, mais complètement absurde. C'est ça, réduction ad absurdum. C'est seulement un procès qui va aller jusqu'au bout, qui peut résoudre le problème, et ce n'est pas un tribunal vénitien, mais c'est les époques successives des philosophes, y compris le texte même de Shakespeare, qui va donner les éléments d'interprétation. Alors, cet homme, est-ce qu'il est aristotélicien ou est-ce qu'il est juif? Les deux à la fois, parce que sa judéité se résume à un précepte juridique qu'on peut formuler l'œil pour l'œil, dent pour le dent. Alors Aristote, avec tout son réalisme, qu'il essaie de distinguer les régions et essaie de rétablir une vie sociale, civile, une praxis qui passe par le, bien sûr, nomos, et non pas à la merci des fusils de la nature, des liens sanguins, etc. Donc, il cherche une certaine décision juridique, effectivement, mais quand cristallise ou phénoménalise dans une société précise, dans un entendement précis, qui est celui des Juifs de Venise, donc ça devient tout simplement son monde symbolique, qui est au-delà du symbolisme, mais la lettre de la Bible qui prononce la loi de Talion. Donc, pour la juridiction, une réciprocité entre les biens du monde, c'est complètement faisable, mais c'est absurde, et c'est convenable juridiquement, mais c'est injuste d'emblée, et tout le monde se tient son rire parce que c'est tragique. C'est ça. Abès, c'est encore tordant. C'est une ironie tordante, comme j'utilise assez souvent cet adjectif. Et cette fois-ci, il y a un esprit tordu aussi, peut-être sans arrière-pensée, mais il est rempli de ressentiment, parce que sa fille, il a perdu, elle s'est désertée par un Romain ou par quelques Vénitiens, on ne sait pas son destin. Donc, c'est un ressentiment qui le fait aveugler, peut-être, cet homme qui exige le sang pour le sang et non pas la mort totale. C'est encore plus absurde et c'est encore plus, non pas ironique au sens littéraire du terme, c'est tordant d'illogisme et de manque de bon sens. Et ça devient contraire d'Aristote. C'est l'injustice même par la justice, par l'exigence de droit.